Merci pour ce prélude onirique. Il faut que je fasse atterrir tout le monde dans la réalité. C'est pas très simple, mais vous allez voir, l'après-midi est rempli d'intervenants qui ont des projets extrêmement importants et passionnants. On l'avait gardé pour le vendredi après-midi. Cette cité environnementale dont vient de parler Alexandre Bissoff, elle va réunir pour cette première table ronde Jacques Ferrier, qui est architecte, le professeur Jürgen Bruns-Berentel, qui est le PDG de Hafen City Hambourg, qui est l'établissement public de ce projet de réaménagement très important de 57 hectares sur les rives de l'Elbe, Laurent Girometti, qui est le directeur général d'EPA-Marne, d'EPA France, et Giovanni de Niederhausen. Pardon, Giovanni. Je vais peut-être t'appeler Giovanni, ça sera plus simple puisqu'on a parlé beaucoup avant de cette table ronde de tes projets, et qui est PDG de Carlo Ratti Associati, qui est une agence d'urbanisme et d'architecture et aussi, surtout, un laboratoire de recherche et de relations sur la ville et la nature. Jacques Ferrier, on se disait à l'instant qu'en 2010, quand vous avez construit le pavillon français à Shanghai lors de l'exposition universelle Better City, Better Life, on se disait qu'il restait beaucoup à faire, que cette idée portée par le Grand Paris de faire travailler ensemble architectes, urbanistes, philosophes, sociologues, géographes, tout ça c'était à en devenir. Il s'est passé 9 ans. Vous avez écrit le cahier des charges des 72 gares du Grand Paris, et vous me disiez à l'instant, finalement, on y arrive, lentement mais sûrement. C'est vrai, bonjour. Si on revient un instant sur Shanghai et sur l'exposé de Françoise Cuitaine qui présente la ville comme une planète, donc un monde, c'est vrai que notre travail d'architecte et d'urbaniste, aujourd'hui, il s'adresse à des villes dont les habitants vont finalement jamais sortir, en quelque sorte. Et donc, on a été confronté, pas seulement à des questions d'environnement, de développement durable, qui sont évidemment la base de notre travail, mais de comment s'appuyer sur ces questions pour proposer d'autres façons de faire l'architecture, d'autres façons de penser la ville. Et je crois que ce qui importe aujourd'hui, et ce qui est en train de bouger, c'est que les architectes ont longtemps conçu des objets, et aujourd'hui, il faut faire des objets qui font rêver, c'est évident, on a besoin dans la ville de ces symboles, mais il faut aussi concevoir les relations que vont créer ces objets. Et donc ça a commencé un peu il y a 10 ans, c'est vrai, quand sur un pavillon d'exposition universelle, la transversalité elle est au rendez-vous, parce que c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu de rencontre, c'est un bâtiment prototype. Et pour être très concret, une des choses que nous avions proposées, c'est de dire, dans ces grandes métropoles, dans ces villes-mondes, aujourd'hui, chaque bâtiment doit être porteur de son propre paysage. On ne peut pas dire, les gens vont le week-end partir à la campagne, ou ils vont aller se promener dans un jardin, mais l'architecture, la nature, le travail du paysagiste et du bâtisseur doivent se confondre, parce que le vécu de l'habitant, lui, il ne fait pas de cloisonnement. L'expérience de l'habitant, elle est continue. Et c'est vrai que ce pavillon proposait un jardin sur le toit où on pouvait se poser, où on pouvait déjeuner, boire un verre, etc. Thème qu'on retrouve aujourd'hui dans le bâtiment qu'on est en train de faire pour Réinventer Paris. Nous avons été lauréats de la première édition de Réinventer Paris. Nous construisons un bâtiment, là où tu as raison, vous avez raison, où les choses bougent. Nous construisons un bâtiment sur le périphérique, mais où il n'y a pas de terrain. C'est-à-dire nous construisons un bâtiment sur un vide. La ville de Paris vend un vide sur le périphérique. Et là, nous superposons d'abord un jardin privé, mais qui va être ouvert au public, construit par le privé qui va être ouvert au public, bâtiments de bureaux et bâtiments de logement qui se conjuguent avec des toitures jardins qui vont être reliés par des passerelles et qui font que les habitants des logements et des bureaux vont se promener dans le ciel. On sait qu'à Paris, dès qu'on monte à 6-7 étages, on a des vues fantastiques. Donc effectivement, une vision qui, il y a 10 ans, était celle d'un bâtiment prototype, aujourd'hui, on peut la mettre en œuvre, non seulement comme une icône métropolitaine, parce que ça va être un bâtiment extraordinaire sur le périphérique,
mais comme un bâtiment qui tisse des liens entre Paris et de l'autre côté du périphérique, des liens entre les bureaux et les logements, entre la nature et l'architecture, entre la mobilité, qui est un thème essentiel évidemment de la ville, et des endroits où on peut se poser. Donc c'est toute cette nouvelle mise en relation au moyen de l'architecture qui me paraît importante aujourd'hui et qui me paraît très nécessaire dans le Grand Paris notamment. Alors, dans le Grand Paris, et on va parler d'Hambourg avec le professeur Jürgen Bruns-Berentelg. C'est la concrétisation au fond d'un projet lancé en 1990, première pierre, si on peut dire, en 2000, un projet énorme qui est le double de Hambourg. Hambourg qui est la deuxième ville en importance avec 5 millions d'habitants. C'est la reconquête des friches portuaires et industrielles du port d'Hambourg. Je vais vous laisser nous parler de ce projet. C'est un projet entièrement public qui convoque bien sûr des promoteurs et des urbanistes dans un projet extrêmement nouveau dédié, j'allais dire, aux habitants. Dans un texte que vous écrivez, vous dites on peut se passer de voiture dans ce quartier d'Hafen City. Il a presque maintenant 20 ans. Vous allez faire le point avec nous. J'aurai 3 questions à vous poser par la suite. Je vais vous laisser piloter le boîtier là, sauf si vous voulez, avant montrer des images, nous parler. Allez-y, je vous en prie. Yeah. Thank you for the introduction. Let me mention one general point. When the session is called Environmentally, from my point of view, environmentally is an all-embracing perspective on urban development, very much so. And we had yesterday and today, this morning, a lot of different perspectives. And what we are trying to do is bringing those perspectives together in the urban transformation. I'm talking about urban transformation a little bit because these are almost historically underused sites, harbor sites, railroad sites, and so we can build a city anew and we can use some of the inspiration of Jules Verne without the buildings looking like it, so to say, to invent the city of the future and at least to incorporate what we can think today, what we can possibly achieve tomorrow, and incorporate, embed, so to say, in the future years and decades as far as possible. So when we are talking about in inner city development, and that's our big privilege, so I'm working 800 meters from City Hall away because we have an inner city harbor which becomes constantly more efficient, and we recoup these spaces actually for urban development, which is a very unique opportunity in Europe. We are working on quite a number of different aspects in terms of the environment. The first thing is city structure. What is actually the city structure of the future? We're talking about a mixture of uses, but close to a very big river. We need, due to the IPCC report and climate change, incorporate, so to say, 100, 200, 250 years of flood protection resilience concepts, for example, and to do this in an architecturally convincing way. We also need naturally to talk about all the energy systems, which has been done yesterday so convincingly, so I will not mention that. We need naturally to talk about the mobility systems, and we are not pushing out all the cars. That would be a misunderstanding. But what we are doing, we integrate, we naturally provide for high quality public transport, but also active mobility, biking, actually walking, due to the mixture of uses. And then we are talking about how to transform the car-based mobility system within this framework. Let me only mention one example. We are reducing the car parking spaces in buildings, and then 40% of these spaces are now electrified in terms of charging stations. So it is an electrical transformation. 30% of those spaces, again, are shared spaces for car sharing and not for owned car spaces.
And all the buildings developed now basically have this type of structure embedded, so that the whole energy system has also to reflect this potential electrification of cars, which is a demanding task, for example, for balancing the overall energy system. But I do not want to talk about that issue. That is not only an issue for the local level then, but becomes, so to say, an important management topic. But in order to achieve that, you need, for example, virtual parking garages, where all the owners of parking garages work together, and an app basically organizes where the different kinds of cars are, because we do not want to have only 2 or 3 cars of certain types, but we want the consumer demand actually reflecting in terms of the offer of potential cars, although we restrict the number of cars and, on the other hand, electrify them. So it's a very complex system embedded in the urban transformation, and we are looking into how we are doing parks now, natural, so to say, the issues of natural environments, so to say, as a planning topic. The landscaping has been basically mentioned, naturally transforming the relationship between water and land in a location which is very important, but also working with very big developers, because I'm in Paris, I might mention that Unibail-Rodamco, which is not an enclosed shopping center anymore. It's an open concept. It's with residential, it's commercial, it's a vertical cruise terminal where the ships are then electrically loaded and so on. These buildings sometimes look rather conventional, but they are, so to say, generating a transformative capacity, and it's a role of our company not to create only a network, but actually a capacity in terms of the structure to bring all these aspects horizontally and vertically together, not only to plan, but also to implement, and 60% of that is almost done. Ce que je voulais vous dire, oui, bien sûr, vous avez raison. Il n'est pas question de supprimer la voiture, mais la voiture électrique. J'ai remarqué quand même que dans la description du projet, les voies, les rues, les avenues sont en moins grande sur la surface. C'est 24%, je crois, et c'est moins important, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de place pour se promener, des passerelles, il y a des pistes cyclables, on peut aller facilement avec le réseau de transport d'un lieu à l'autre. Ce qui m'a frappé, c'est que vous donnez des labels d'or et d'argent à des promoteurs que vous conduisez à avoir une action extrêmement vertueuse, et vous mettez les critères de sélection extrêmement haut, et soit la certification est donnée avant pour pouvoir mieux commercialiser quand il s'agit d'espaces de commerce ou de logement, ou vous le donnez après, mais les critères sont excessivement sérieux, c'est-à-dire que vous faites aucun cadeau sur l'ambition de votre projet. J'ai vu qu'Unilever et Der Spiegel ont validé, ont été certifiés. Vous n'avez aucune, j'allais dire, enfin, est-ce que tout ça se passe facilement ou c'est pas toujours facile? Well, that is a rather smooth process, because in terms of real estate, we have since almost 20 years except maybe in 2008, 2009, 2010, a rather comfortable process. So we can organize demand and we can organize competition. So these economic processes underlying, so to say, asking for this type of quality are there. And what I regret that I see a lot of places where the attempt is not made to that degree. Second point, what we are actually demanding from the developers is not only the certification of buildings. Now we are at platinum level. There is no certification below that anymore, because we integrate
aspects of buildings and aspects of mobility and so on. We go beyond all the known certification aspects of BREEAM, French system, American system, and so on. So that is possible because it is an inner city location. We basically capitalize on that potential. And what is important is that we have been possible not only to look at these environmental questions relating to buildings, for example, starting now wooden mid-rise buildings, working with cradle-to-cradle concepts, using or reusing, for example, concrete to reduce mass transports from the periphery and so on. But we are also asking the developers for economic and social concepts. That's an important point when we're talking about the environment, and that is actually reducing the price as a selection criterion for economic strategies and increasing other criteria. So we are talking about a 70-30 concept. 70% of our criteria for selecting a developer are other criteria than price criteria. And that pushes development innovation to a very, very significant degree. And that in a public tender situation creates the creativity of the private market, although it is not a price-based market, but a matching market. So we reframe actually the existing markets, which can be done to a very significant degree. And looking into all the innovations we have been discussing here and I have heard of today and yesterday, I think the reframing of the markets is one of the most important points, not only to work with subsidies, but to redo the market rules to a certain degree, in this case, based bottom-up from the local situation into a more general framework in order to roll it out. So your certification example is only one example of those, well, harsh demands we are putting on the developers, but the developers are fine because everyone is treated and understands the rule after a certain time and redirects his own potential of creativity in solving a certain number of problems everyone is actually experiencing and seeing. So it's not an enforced regulatory system. It's, so to say, a learning system between market participants and an agency like us. Merci. Je vais passer la parole à Laurent Girometti, qui est DG d'EPAMarne et EPA-France, parce que je crois que les équipes de FENCity se sont rapprochées à un moment donné des vôtres, justement pour arriver à parler de ce Grand Paris sous des aspects d'équilibre environnemental et de mobilité. Vous m'avez dit que vous aviez fait, il n'y a pas longtemps, une étude sur les facteurs d'émission de CO2. Et je voudrais que vous en parliez parce que de là découlent des actions extrêmement concrètes et profondes que vous avez mises en route. Tout à fait. Alors, j'entends pas mal de points communs, effectivement, avec mon voisin sur Hambourg. Peut-être pour vous rappeler, le secteur d'intervention d'EPAMarne et EPA-France, c'est une grande partie est du très grand Paris, 44 communes, 600 000 habitants, sur une superficie qui est à peu près le double de celle de Paris, qui part de l'ouest du Val-de-Marne et qui s'étend ensuite sur une partie de la Seine-et-Marne. C'est le périmètre historique de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, étendu à d'autres communes, avec donc une variété de situations, des secteurs de villes nouvelles, pour certains encore en cours de développement, des secteurs de vieilles villes nouvelles sur lesquelles nous revenons maintenant, et puis des secteurs qui historiquement n'étaient pas dans la ville nouvelle, et donc une grande variété de situations. Alors effectivement, parmi les enjeux environnementaux qu'on doit adresser, auxquels on doit répondre aujourd'hui, celui du carbone est en effet une priorité. C'est pas la seule, on traite aussi de continuité écologique, de gestion de l'eau, bien évidemment. Et celui du carbone nous le fait. Sans surprise, quand on a fait le bilan, les facteurs principaux d'émissions de carbone sur notre périmètre d'intervention, c'est les déplacements et le bâtiment. Là-dessus, on n'est pas très originaux. Et en effet, on a une stratégie d'intervention, alors qui s'est
beaucoup focalisé au cours des dernières années sur une construction plus vertueuse en matière écologique et notamment sur les émissions de carbone, en poussant en particulier la construction bois, les écomatériaux, des circuits, des filières qui nous permettent d'avoir des bâtiments plus vertueux. On peut le faire parce qu'on a des leviers, et ça je pense que c'est un point commun effectivement avec notre voisin, quoi. La cession des fonciers pour réaliser les opérations immobilières nous permet de poser des exigences et donc d'enclencher des dialogues avec les partenaires auxquels on va finir par céder les fonciers pour réaliser les opérations. Mais qu'est-ce qui vient en tête des exigences? Alors, typiquement l'exigence de construire bois, d'introduire une part de bois dans la construction. Sur le résidentiel aujourd'hui, on a la moitié environ de la production annuelle de logements sur notre périmètre d'intervention dans nos opérations d'aménagement qui se font avec de la structure bois, donc avec en effet pour certains des labels de type bâtiment bas carbone, pas sur tous, mais en tout cas une exigence d'un matériau qui du coup a des vertus plus importantes sur cette thématique-là. Et donc poser ces exigences, c'est en effet demander aux acteurs, promoteurs et acteurs de la construction de faire évoluer leurs méthodes et d'essayer de développer des filières. Vraiment tout le raisonnement qu'on a, c'est de se dire on a un territoire, on représente évidemment qu'une partie de la construction francilienne et a fortiori nationale. Pour autant, si on veut que le bâtiment devienne plus vertueux, il va falloir que des filières se développent autour de ces modes-là de construction. Et donc on a une visée vraiment d'être territoire exemplaire, pionnier en la matière et qui permettent aux opérateurs, aux constructeurs finalement de se, entre guillemets, faire la main sur des opérations pour que des filières se développent. D'autant mieux que vous êtes quand même la tête chercheuse quand même. Exactement. Avec le cluster des cartes de la ville durable. Exactement. Et que c'est chez vous qu'il y a 25% de matière grise. Exactement. Alors c'est évidemment ça fait partie de l'ADN du territoire, cette réflexion sur comment faire une ville qui en effet soit plus durable. On a une concentration en matière de recherche autour de ces sujets. Et puis, comme je le disais, la possibilité, aussi parce qu'on a un marché qui est assez porteur, hein, il faut reconnaître que les conditions du marché immobilier ces dernières années nous ont permis plus facilement de poser ces exigences-là, parce que tout simplement, y a de la demande, en fait, il y a de la demande chez nous. Et on répond à ce double enjeu d'essayer donc de développer des filières de construction plus vertueuses tout en tenant les coûts. Et on sait que quand on développe des filières, forcément, ça coûte plus cher au début. On peut faire des efforts sur les charges foncières. On vise aussi à maintenir les prix de sortie à des niveaux raisonnables, parce que ça, c'est un autre élément très important d'une ville qui soit environnementale, durable. On peut venir après sur les questions de déplacement, mais on a un gros enjeu à avoir un équilibre entre les habitats, les emplois. Il faut que les habitats, autant que possible, soient accessibles à des personnes qui travaillent sur place de votre pour projet. Essayer de limiter notre bilan. Donc, à la fois avoir des constructions vertueuses, mais également en tenir les prix pour que ça corresponde, j'allais dire le mieux, aux populations qui habitent déjà sur le secteur et qui y travaillent. Puis on a un autre axe très fort, hein, je le disais, les constructions, les déplacements. Sur l'organisation des déplacements, un aménageur comme nous a moins de facilité. Nous ne sommes pas autorité organisatrice. Néanmoins, toutes nos opérations d'aménagement et toutes les réflexions qu'on peut porter sur le territoire visent à essayer de faire en sorte que le système de déplacement soit le plus efficace possible. Alors, ça renvoie à le fait d'avoir des opérations aussi optimisées que possible, porteuses que possible, autour des hubs de transport. Et de ce point de vue, le Grand Paris Express, qui concerne l'ouest de notre périmètre d'intervention, vous aurez combien est évidemment de gares très important. Vous allez avoir 2 gares? Alors, il y a 2 grosses gares du Grand Paris qui seront des lieux d'interconnexion autour desquels des opérations d'aménagement importantes se développent. C'est la gare de Noisy-Champs, qui a déjà le RER aujourd'hui et qui aura les lignes 15 et 16 qui viendront s'y brancher. Et puis la gare de Brévilliers-Champigny, concernée par la ligne 15 Sud. Et demain, vraisemblablement, j'anticipe peut-être un peu, mais je veux y croire, une interconnexion avec le RER E. Donc vraiment des endroits importants. Et puis Chelles, qui verra également une gare de la ligne 16 et qui a aussi du RER et de la ligne P du Transilien. Donc autour de Brévilliers-Champigny et de Noisy-Champs, nous avons des opérations d'aménagement très importantes qui sont prévues, pour certaines en cours de début de réalisation, accompagnant les gares du Grand Paris. Mais sur l'ensemble de notre territoire, qui sur sa partie plus à l'est est beaucoup plus périurbain, l'organisation d'une mobilité plus efficace est vraiment un enjeu important. Donc quelle place utiliser pour avoir des modes doux, on est sur un territoire qui a quand même été beaucoup structuré par la circulation automobile d'une part.
et le vous RER figurez un d'autre petit part. peu Marne-la-Vallée, Oui, tout à fait. c'était l'ancien temps, l'ancien monde, comme diraient Alors c'est certains. l'ancien monde, mais en même temps c'est un modèle qui peut être quand même assez résilient. On a une grosse structuration Oui, ça, est-ouest par l'A4, par le RER A. La ville nouvelle de Marne-la-Vallée a vraiment été conçue avec des pôles urbains autour des gares du RER. Donc améliorer les rabattements sur ces gares, notamment développer la pratique du vélo, sont des choses sur lesquelles on peut faire des gains assez importants. Puis pour ma part, je fonde pas mal d'espoir demain sur une exploitation plus efficace, plus moderne de l'autoroute A4. Je pense que c'est un grand tuyau sur lequel on peut sans doute imaginer faire pas mal de choses. Oui, pour Voies en faire dédiées, peut-être un boulevard covoiturage, urbain voilà. avec Et donc la question d'avoir des hubs de transport positionnés sur l'ensemble du territoire pour faciliter ces mobilités, c'est vraiment un de nos aspects de réflexion. Et la question du stationnement, monsieur parlait du fait que les véhicules automobiles continueront d'être présents, c'est aussi le cas pour nous. On n'est pas au cœur, vous voyez, de la ville de Paris. On est sur un territoire où, en effet, ces déplacements automobiles continuent et continueront d'exister. Par contre, comment mieux les organiser ? Comment avoir des systèmes partagés, autopartage, véhicules électriques, covoiturage facilité, et un système de stationnement qui, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, est assez mal organisé. compliqué parce que voilà. c'est avec forcément les De villes multiples et autorités organisatrices. voilà. Voilà. Ça, là-dessus, en effet, ça nécessite finalement que plusieurs gouvernances se coordonnent. Ça fait partie de nos petites Ça fait partie complexités. bon. Tout à fait. Je voulais juste, avant de passer la parole à Giovanni, vous dire que, en parlant de résilience sur votre territoire, je suis allée voir comme ça quels étaient les bons points de la Seine-et-Marne, et je me suis aperçue que c'était le seul territoire qui avait baissé sa consommation de déchets. Vous allez voir pourquoi j'en parle, parce que le sujet de Giovanni est justement la traque aux déchets urbains, et vous avez baissé de 10 kilos par habitant, ce qui est très important sur l'année. Ça veut dire que votre territoire a déjà pris des bonnes habitudes. C'est pas mal. La modestie m'oblige à dire que c'est pas que grâce à Pas Epamar, que, hein, non, pas France. mais en tous les cas, vous êtes à moins de Mais- 450 mais en tout kilos cas- par an et par habitant. On se souvient que pendant la consultation du Grand Paris, on disait qu'au-delà de 500 kilos par habitant, on commence vraiment à être dans le rouge, plus que le rouge. Et donc c'est un bon point. Et ça me permet de passer la parole à Giovanni, qui va nous parler donc des recherches faites dans le cadre de Carlo Ratti Associati, qui est donc une agence d'architecture et d'urbanisme, mais aussi de prospection sur des stratégies de recherche en économie d'énergie. Et vous allez nous parler de deux sujets. Un sur le voyage extraordinaire de nos déchets à partir du moment où on le jette dans la poubelle, ou dehors, ce qui est encore pire. Et vous nous parlerez des taxis new-yorkais, et je vais vous laisser présenter votre sujet avant de vous réinterviewer. Good afternoon, everyone. And first of all, thank you very much to the organizers for inviting me. I'll be happy to speak about the project that were mentioned. I have a presentation. I'm not sure if they can start it. Yeah, perfect. Thanks. So I'll try with two projects very briefly, about 10 minutes. I'll try to tell you our idea of improving urban sustainability at Carlo Ratti Associati. And our idea is very much to start from two elements that are, first of all, the people, and the second one, the better understanding of city dynamics. Technology is more and more embedded in our urban space, and this allows, first of all, to get more information about the city itself. So the city is starting talking to us, and we have to listen, through data. And second, people using technology. They're becoming more and more sensors and actuators, so they're a very important part of the dynamics of the city, and especially when we want to make cities more sustainable. That's why at Carlo Ratti Associati we use this diagram to synthesize this idea, in which we have on the top the digital layer, on the bottom part the physical layer of the city, and in the middle we have all the technologies and tools, but first of all, the users, okay? So these three elements are key to actually make cities more intelligent, therefore more sustainable.
So quickly, I'll go through two projects. The first one is called Trash Track, and it's more about the people. The second, it's called Minimum Fleet, and it's more about the infrastructure itself and how to make it more efficient. And in Trash Track, this is a project that dates back a few years ago, and we started to develop small tags, GSM tags, that we gave to people, to 500 persons in Seattle, to tag their trash, their pieces of trash. So everyone was given like a few tags. In total, there were 3,000 tags. And the idea was to actually see the unseen about the disposal process. Why? Because if you think about it, we know everything about the production chain, you know, the supply chain. We know every piece of our mobile phones, where they come from, where they were assembled. And we also know everything about most of our devices and objects in the moment we use them. So you can know exactly where my phone is or where my car is in this specific moment, you know. But what happens when we throw things away? So is there a future in which the removal chain can be well known as the supply chain? And so we did this experiment, and in the next video, you'll see the result. In Seattle, we gave these 3,000 tags, and in the data visualization, you see the movement of objects on the single day of deployment, after 2 days, 6 days, so a week, and then you see the movement after 1 week, 2 weeks, and after 3 weeks, and I mean, like objects kept on going, you know, and people could access from a website the portal and understand how things were moving. And after 2 months, funny enough, things were still moving around. Some of the objects obviously were moving into disposal and waste disposal facilities around the United States. Other objects, they simply moved around. I have to say that one object in the end arrived to Africa. We don't actually know what happened. But you know, there is a word which is unseen, but that has a number of dynamics that it's really important to understand before moving into designing and deploying new solutions. In this specific case, you know, the idea was very much also to work on a cultural level, on people, to understand that they're an active part of the process. I remember a lady that after the project came to us and said, you know, I threw away a plastic bottle, and then I followed the bottle online, and I saw that the bottle did like a long trip and then ended up in a field next to my house, you know? And that's crazy, and that's funny enough, but I will not use plastic bottles anymore, because, I mean, before it was just, you know, I throw it away, while now I'm very well aware of the dynamics that can happen. Well, the second project I want to talk about is called Minimum Fleet. And again, we use data to better understand dynamics, but in this case, to make an infrastructure more efficient. Not sure how much you're familiar with Manhattan, but you know, from an infrastructure perspective, Manhattan is collapsing, you know, especially for mobility. The municipality doesn't even allow car sharing to get in Manhattan because they fear that the number of car, a little increase in the number of car could basically completely let mobility collapse in the city. So we said, okay, there's a way in which through data we can understand dynamics and keeping the same exact infrastructure, make it more efficient, more accessible to people. And we started from, well, this is the cover of Nature. This is the research went on the cover of Nature. But this is oh, you can remove the music if you want. This is the visualization of all the taxi trips in New York in a year. So we're talking about 13,000, taxi in Manhattan and a few million trips a year. And analyzing the trips and visualizing them, we saw that about half of the time a taxi is empty, you know? So half of the time the taxi driver is moving around the city to pick up the next passenger. So we said, what could happen if we could apply a system similar to Uber through an app in which the users can, basically the taxi driver can pick up the next person as soon as drop off the previous passenger. I mean, what happens if we completely remove what is called the lead time, which is the time in which the taxi is empty? And the result was surprising again, because we discovered that we could reduce the number of taxi of 40%. This means that through this system, we could deliver exactly the same level of service with 40% less taxi,
Or if you see it from the other side, we keeping the same number of taxi, we could increase the number of trips, therefore the number, like the service, of 40% more. So keeping exactly the same infrastructure, we could move more people in New York. In this diagram, for example, you see on the left the average number of trips done by a taxi in an hour, which is about 2, and through removing the lead time, the number goes up to 8. So these were the 2 projects, and the idea was really to start discussing with you, these 2 main points. So how can we make cities more sustainable, also from the environmental perspective, working first on people and on better understanding the existing infrastructure. And this is what I call a culture of innovation before innovation. We have to understand that before moving to new solutions, to developing new technologies, we have to work more on a cultural level. And this is key, and this is very much part of our research. Juste une question, Giovanni. Sorry, I don't speak French, sorry. On a dit que ces 2 expérimentations et d'autres que vous faites sont faites en collaboration avec le MIT, le laboratoire de recherche avec lequel Carlo Ratti pilote un laboratoire. Est-ce que, je vous ai demandé tout à l'heure si les politiques, les élus ou les industriels, quand ils voyaient votre démonstration, prenaient conscience, parce que vous dites clairement qu'il y a des systèmes totalement défaillants. Ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur de la tâche. Est-ce que les choses ont changé? Ça a été fait il y a quelques années, ça. Il faut le savoir. C'est, je ne sais pas, c'est peut-être 2014, 2015. Vous pouvez nous dire si il y a ça se passe j'allais dire à New York, il y a Seattle, c'est Seattle, les track trash. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'il y a des comportements qui évoluent? Well, it's a good question. As we were discussing before, we work in the innovation field, okay? So we don't do, in innovation, nothing has a start and an end, everything is part of a longer process. And this is what we do in our, especially with these kind of research projects. So we don't start day one measuring the expected impact, and we don't want to strongly change things. We really want to bring people, especially decision makers, because obviously I was talking about the lady with the bottle, but obviously the impact that a decision maker in a municipality or more at the country level can have is way higher, So what we try to do through this project is really to activate discussion and to try to change mind for the better. This is the behavioral change, and the behavioral change obviously is more powerful if it happens on the decision makers. But as I said, this is part of a process. Okay, so it's a small step ahead. It's not the solution. Okay. I think the solution to big challenges and big problems for mobilities in cities and so on, I think it will be really the result of many actors working really independently toward a single goal. Merci Giovanni. Alors, on voit que les algorithmes et les data, dans leur meilleure exploitation, peuvent naturellement faire mieux avec moins. Je ne suis pas sûre que les chauffeurs de taxi américains apprécieront les 2000 ou 3000 suppressions d'emplois, mais en même temps, peut-être que ça fait aussi baisser le taux de pollution de la ville. Donc on est toujours, on le voit bien, dans cet équilibre de faire mieux pour le bien public et en même temps protéger aussi l'aspect social de la ville environnementale de demain, ce qui naturellement va nous mettre devant plein de réflexions et auxquelles il faudra donner des réponses. Jacques, vous allez clôturer en quelques secondes, minutes cette première table ronde. Quand on s'est parlé, vous m'avez dit oui, c'est très très bien les économies alternatives. Bien sûr qu'il faut les pousser, c'est des expérimentations, mais il va bien falloir à un moment donné qu'on arrive à projeter tout ça dans la grande échelle et à faire une économie linéaire, c'est-à-dire à gonfler des muscles tout en ayant beaucoup de neurones. Oui, c'est ce qui ressort de nos discussions, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette question qui intéresse la planète tout entière de la question environnementale, la ville est le problème.
la grande ville, avec son expansion incroyable partout, sur tous les continents, est le problème. Donc elle doit être la solution. C'est-à-dire que les concepteurs que nous sommes, les designers, les architectes, c'est sur la grande ville que nous devons innover, que nous devons expérimenter, que nous devons proposer des solutions pour que la ville soit le remède aux maux qu'elle a créés. Et pour être rapide et simple, je pense qu'il faut imaginer que ce problème et cette solution doivent être sur deux champs. C'est-à-dire, il y a le champ très concret, très technique, on en a parlé, de la ville durable, de l'énergie, de la mobilité douce, etc., mais aussi de nos styles de vie qui sont mis à rude épreuve. L'anxiété créée par les villes, l'accélération, on parle beaucoup aujourd'hui de l'aliénation, de l'accélération dans la vie urbaine, ce qui veut dire que toutes les solutions dont on parle, elles vont être intéressantes si elles s'adressent aux deux registres. Donc quand nous avons travaillé sur les gares du Grand Paris en tant qu'architecte conseil, avec une approche, on le disait au début dans la première intervention, complètement transversale, ça c'est la clé. Ce qui veut dire, attendez, transversal, ça veut dire que vous avez travaillé avec plein de compétences. On a un philosophe, Philippe Simet, qui est à l'agence, qui est présent, qui est à l'agence. On était entouré de spécialistes culturels, de Rudibord pour la signalétique, du design, du paysage, évidemment, on en a parlé. Mais cette approche globale, d'emblée, elle a pris comme hypothèse qu'il y avait cette infrastructure fantastique d'un point de vue environnemental, hein, puisque le métro, c'est ce qui rend vraiment, très concrètement, on parle beaucoup de voitures, etc., de pollution, c'est ce qui rend vraiment la ville durable. Mais il fallait aussi considérer ce métro comme un lieu de vie, comme un espace public, comme un bien commun, vous le disiez, sans quoi on remplissait une case, mais on n'avait pas l'adhésion des citoyens, des citadins, des habitants du Grand Paris. Et au-delà de ça, même, une dimension symbolique forte. Parce que pour revenir sur le Grand Paris, il existe, il est là, mais il a un grand déficit d'imaginaire. Il a un grand déficit de cartes postales du Grand Paris. C'est-à-dire que si on imagine des cartes postales, les cartes postales, c'est la Sainte-Chapelle. Plus récent, ça sera le centre Pompidou. Ça sera peut-être une carte postale ou deux sur la Défense. Mais là où vivent les 12 ou 14 millions d'habitants du Grand Paris, il n'y a pas de carte postale. Vous habitez Bondy, Montreuil, Montrouge, il n'y a pas de carte postale. Pour nous, dans nos recommandations, dans notre travail, ce métro, ces 72 nouvelles gares de métro, doivent être effectivement des attracteurs urbains qui vont créer justement cette part de rêve dont nous parlait aussi Françoise Cuitin tout à l'heure, et devenir des nouvelles cartes postales du Grand Paris pour qu'il y ait cette fierté et cette identité du Grand Paris qui se crée. Parce que ça, quand on parle du style de vie dans la grande métropole, cette dimension culturelle d'appropriation, elle est fondamentale pour qu'on se sente bien. C'est pour ça que, pour finir, je regrette beaucoup l'abandon du projet d'exposition universelle en 2025. Donc nous avions eu la chance de travailler sur celui de 2010, qui était Better City, Better Life. C'était la première fois qu'une exposition universelle prenait un thème sur la ville et non pas de célébration uniquement du progrès, parce que nous avions, avec les équipes de la SGP et le comité de candidature de l'Expo universelle, nous tirions parti du futur Grand Paris Express pour que ce soit les territoires du Grand Paris qui accueillent l'Expo universelle et créent ces nouvelles images mentales pour les habitants. Bon, eh bien, écoutez, il faudra attendre des événements culturels ou sportifs qui manquent. Il y a les Jeux Olympiques, c'est pas mal. Pour faire remarquer les gares qui, au-delà de leur aspect architectural, seront peut-être aussi des lieux de rassemblement, puisque plus Internet existe, plus l'immatériel existe, plus nous avons besoin d'être ensemble. Voilà, bien écoutez, je vous remercie infiniment pour cette première table ronde. Voilà, on était assez loin de Jules Verne, mais pas tant, avec les recherches de Boston.